tout le monde. Écoutez, ce matin, moi, je suis très heureux de présenter ce rendez-vous-là. Les rendez-vous, c'est une occasion qu'on a commencé à faire gratuitement pour aborder des sujets avec des gestionnaires, puis prendre le temps de faire des mini-panels, tout le temps des opérations qui ont toujours été populaires en événementiel, puis là qu'on a décidé de recréer en virtuel. Donc, d'entrée de jeu, je vais me présenter. Je suis Stéphane Parent, je suis le directeur général d'Espace OBNL. Espace OBNL, on est un endroit qui rassemble, qui informe et qui inspire les gestionnaires d'OBNL à travers les secteurs et à travers le Québec. Ce matin, je vous remercie d'être en aussi grand nombre pour notre premier rendez-vous 2021. On est en direct sur Zoom. Théoriquement, on va essayer de diffuser sur Facebook aussi live. Si on ne peut pas diffuser live, de toute façon, le contenu d'aujourd'hui va être disponible sur notre chaîne YouTube et nos vidéos Facebook quelques semaines après la présentation. Vous allez pouvoir faire du rattrapage et même reconsulter l'activité de ce matin. Écoutez, ce matin, c'est le fun parce que j'ai des gens d'expérience en plus ce matin. 3 DG, ex-DG, là, qui sont des gens que j'admire grandement. Puis avant de commencer, j'aimerais juste faire 2-3 petits messages d'ordre d'intérêt général. La semaine prochaine, on lance un projet d'étude des conditions salariales des gestionnaires d'OBNL. Donc, j'espère que vous allez tous prendre une demi-heure, 45 minutes. C'est quand même un questionnaire qui est costaud. Il y a beaucoup de questions. On veut vraiment aller chercher l'information pour que vous soyez capable par la suite de réaliser plus efficacement vos missions en ayant des équipes qui vont être mieux rémunérés, mais aussi avoir une idée de ce qui se passe dans vos marchés, à la fois régionaux, puis à la fois sectoriels aussi. Donc, ça, c'est un gros projet pour nous qu'on lance la semaine prochaine, puis ça va être, on va faire cette collecte d'informations-là pour à peu près, là, il me semble, c'est 5 semaines. On va faire une remise des résultats en juin. Et il y a des activités de webinaires qui sont prévues qui vont faire suite à cette publication des résultats-là en octobre et en septembre et en octobre. Ça, c'est le premier projet. Les autres choses des prochaines semaines, les 2 prochains rendez-vous, on en a un sur la fusion d'OBNL, quand une union permet de réaliser plus efficacement la mission. Ça, c'est le 26 mars. Puis on a un autre sur l'innovation. Là, quand on parle d'innovation, ça va être le fun parce qu'on ne parlera pas nécessairement d'innovation technologique, on va parler d'innovation au sens large. Puis on a 3 personnes qui vont venir nous illustrer c'est quoi l'innovation en OBNL. Puis je trouve que ça va être un beau petit panel à ce niveau-là aussi. 2 autres activités qui s'en viennent, un atelier d'intelligence collective sur la gouvernance, ceux qui ont participé à celui qu'on a fait sur l'événementiel ou ceux qui ont lu le document qu'on a fait sur l'atelier d'intelligence collective en événementiel. Ça va être un peu la même chose au niveau de la gouvernance. Et on fait aussi un atelier de résolution de problèmes sur la stratégie au mois de mai. Ceci étant dit, ça ferme la parenthèse des prochaines activités. Je tiens à remercier aussi une partie de l'équipe qui est cachée. Là. Vous voyez que j'ai des gens qui pataugent et qui essaient de régler nos problèmes. J'ai Marie-Hélène. Et on a une petite nouvelle dans notre équipe depuis une semaine, qui est Amélie, qui s'occupe des communications et de la communauté que vous allez voir à travers les prochaines activités et les prochains. 3 DG qui sont entrés en poste en pleine crise. Ça, c'est une chose. Je suis content de les avoir toutes les 3 ce matin. Mais au-delà de ça, en plus, ils sont rentrés dans des secteurs qui ont été particulièrement affectés. C'est sûr qu'on va regarder ces deux aspects-là. J'ai François Chevrier ce matin, qui est directeur général d'événements Attraction Québec. Bonjour François. Bonjour Stéphane. Stéphane Drouin, je vais te présenter comme étant l'ex-directeur général du Conseil québécois du détail. Je pense que c'est important, Stéphane, de placer que tu as été au Conseil québécois jusqu'à il y a très, très, très récemment. Puis, on a décidé de te garnir sur le line-up, comme on dirait, dans le premier trio, parce que je pense que tu as des choses quand même pas mal intéressantes que tu as vécues. Et finalement, je finis avec la philanthrope de la gang, Annie Brousseau, qui est la directrice générale de la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières. Bon matin, Annie. Bon matin. Bon matin à vous 3. Écoutez, je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de faire un contexte, là, mais je pense que pas mal tout le monde sait ce qui est arrivé depuis le 12 mars. Là. Mais j'aimerais ça qu'on commence. On va vous parler beaucoup de votre arrivée en poste. Mais j'aimerais ça qu'on commence d'entrée de jeu par votre départ parce que vous étiez toutes les 3 dans des organisations, vous étiez dans des OBNL toutes les 3 avant d'accéder à ces postes-là. Puis il a fallu que vous partiez en pleine crise. Qu'est-ce que ça représentait? Je sais, Annie, toi, ça a été
dans notre rencontre préalable, tu nous as souligné des éléments très intéressants là-dessus. Ben oui, assurément. C'est sûr que dans le domaine philanthropique, on a un niveau d'engagement assez fort envers la cause pour laquelle on travaille. Moi, ça faisait 4 ans que j'étais directrice régionale pour l'UQAM et j'ai quitté en plein confinement. Donc, je suis arrivée en poste le 14 avril, j'ai quitté l'UQAM juste avant. Donc, au niveau émotif, au niveau relationnel, c'est sûr que ce n'est pas évident de laisser ton équipe avec qui tu as travaillé pendant 4 ans, les familles de l'UQAM pour qui tu as travaillé pendant 4 ans, qu'on connaissait et qu'on travaillait avec eux. Et ça, de façon par téléphone ou par vidéo, parce que c'était vraiment en plein confinement. Fait que je dirais que moi, le départ a été quand même d'une façon qui n'était pas du tout usuelle, habituellement, quand on part, puis quand on part dans un contexte qu'on est en super bon terme avec l'équipe et tout. Fait que c'est un point que j'ai trouvé quand même aussi difficile là, à mal arriver de quitter cette façon-là. Excellent. François? Ben, il faut que je dise, je suis un petit peu le petit bois imposteur là, dans ce volet-là. Moi, j'ai eu la chance d'entrer en poste juste avant. Donc, le mouvement s'est fait. Moi, je suis rentré en poste au cours du mois de janvier, alors qu'on entendait beaucoup parler de cette crise-là, mais encore sur la scène européenne, puis elle s'en venait là, de l'Asie vers l'Europe, vers l'Amérique. Moi, j'ai quitté l'Alliance de l'industrie touristique où j'étais depuis 4 ans, que j'avais aidé à mettre sur pied. Donc, moi, je suis dans un niveau, j'étais très, très macro-tourisme au Québec et là, je descendais pour prendre le leadership de secteurs très importants, les attractions, les événements. Mais en ce sens-là, alors que ça sentait la crise, une organisation qui est en pleine transformation, qui est en plein exercice de repositionnement stratégique, j'ai au moins eu cette chance-là là, d'être en présentiel avec mon équipe pour quelques semaines avant qu'on s'en aille chacun chez nous. OK. Stéphane, toi, ça a été un petit peu la même chose, je pense. Ben moi, dans le fond, je vais y aller sur ce que tu as mis comme introduction avec mon départ du CQCD. Je pense que ça a été, après 10 mois au Conseil québécois du commerce de détail, rentré vraiment en début de crise et au tout début. Et quitter, ça a été une décision très, très difficile. Comme disait Annie, il y a tout l'aspect émotif là-dedans. On est très engagé aussi dans ce qu'on fait. Après 10 mois, on va travailler avec une équipe extraordinaire à briller pendant la crise, au service des membres, à soutenir l'équipe, à soutenir les membres. Ça a été une grosse décision, mais moi, dans le fond, il y a quelque chose que j'ai appris dans ma courte vie, c'est que pour être bon, il faut être bien. Puis, à un moment donné, l'entrepreneur en moi, qui est un développeur, c'est l'origine de mon mandat au Conseil québécois, avant que je signe mon contrat, 3 jours avant la crise, c'était de faire du développement, c'était de faire évoluer l'organisation à un autre niveau. Et après 10 mois de gestion de crise dans lequel j'ai eu quand même un certain plaisir et j'étais fier de ce qu'on a fait, j'avais quand même en dedans de moi le sentiment qu'il me manquait quelque chose, puis je sentais éventuellement que ça pouvait me nuire et nuire aussi à ma qualité de leadership. Et il est arrivé une opportunité de nulle part, la vie étant toujours drôlement faite. Je n'étais pas en recherche de quitter, j'étais plus en réflexion, puis il est arrivé une opportunité. Mais une fois que j'ai pris ma décision, la responsabilité que j'ai gardée, c'est de m'assurer de partir de la bonne façon et que l'organisation puisse continuer dans le même sens. Et ça, j'ai même donné un préavis de presque 2 mois pour être certain qu'on puisse placer tout dans le bon sens. Fait que je pense qu'on est responsable du début jusqu'à la fin. Et je pense que c'est dans cet esprit-là que moi, je suis parti de garder cette responsabilité-là, de partir comme il faut, autant comme je suis arrivé comme il faut. Comment s'est déroulé vos arrivées en poste? Comment c'est arrivé? Stéphane, on va commencer avec toi parce que le commerce de détail à cette période-là, là, ouf! Oui, bien, c'est intéressant. Je me disais tantôt, j'avais signé mon contrat le 9 mars et je me souviens encore être en route pour le centre-ville en train de me dire hey, c'est cool, je rentre en poste. La semaine d'après, il y a un gros événement, le plus gros événement de l'année, le sommet sur le commerce de détail. Donc, ils vont me présenter là. Après ça, je vais avoir quelques mois pour faire mon intégration. Écoute, j'étais vraiment dans un contexte très zen. Et finalement, le 12 mars au midi, quand j'ai vu la conférence de presse du premier ministre, j'ai rapidement compris que mon mandat venait de changer. Et là, j'avais 2 enjeux. J'avais l'événement la semaine d'après que je savais qu'elle allait être cancellée. Donc, il y avait une gestion de crise interne. Mais il y avait aussi tout le secteur du commerce de détail qui allait être grandement affecté. Et le directeur général avait quitté en septembre. Donc, ça faisait quand même longtemps. Donc, il y avait une autonomie qui s'est développée à l'interne, mais il y avait quand même un danger. Et j'ai appelé la présidente du CA le soir pour dire écoute, je pense que je vais rentrer, au lieu de rentrer le 8 avril comme prévu, je vais rentrer la semaine prochaine. Alors, je suis rentré le 16 mars avec un meeting. On avait prévu aller en télétravail après. Donc, le matin, je me suis assis avec une équipe que je ne connaissais pas.
Et je me suis dit, bien, la seule façon que je peux réussir mon entrée, c'est de les laisser. C'est ceux qui connaissent l'organisation le plus, et c'est les laisser briller à travers ça et les amener à faire le plan de crise. Alors, tout ce que j'avais écrit sur le mur, le tableau blanc, j'avais écrit « It's time to shine ». Et il y a Churchill qui dit « Il ne faut jamais gaspiller l'opportunité d'une bonne crise ». Alors, j'ai dit aux gens, bien, écoutez, on rentre en crise. Comme organisation, on a la responsabilité de briller. Il faut prendre soin de nous comme personnes. Il faut prendre soin de notre organisation. Si on fait bien ça, on va prendre soin de nos membres comme il faut. Et si on prend soin de nos membres comme il faut, on va bien prendre soin de notre secteur. Et j'ai dit ça, il faut que ça reste notre focus. Et Time to Shine, c'est devenu une mission dans l'organisation. Et ça a duré pendant les 10 mois que j'ai été là. À chaque fois, on avait un bon coup. C'était Time to Shine. Et je pense que ça a été, moi, une entrée avec une équipe avec laquelle, et je les remercie parce que c'était la clé. Ils m'ont fait confiance rapidement. Et je leur ai délégué vraiment, puis je leur ai dit, j'ai dit, si vous êtes capable de prendre la gestion de l'organisation comme il faut, moi, je vais être capable de m'occuper de la gestion de crise. Alors, j'ai passé 90 de mon temps à gérer la crise, 10 à les laisser gérer, à les supporter dans la gestion. Et donc, ça a été vraiment comme ça que ça s'est passé. Ça fait que ça a été vraiment un souvenir que je vais garder pour longtemps. Annie, toi, ton arrivée en poste? Bien, en fait, moi, c'était un départ à la retraite qui était planifié, annoncé depuis un an. Donc, mon entrée en poste était hyper planifiée, hyper structurée. Il y avait un plan d'intégration qui avait été fait sur 2 mois, qui avait été réfléchi. Mais on s'entend qu'après quelques semaines, on s'est rendu compte que la formation et les stratégies devaient un petit peu prendre le bord pour être en réaction. Donc, on a été... en partant, étant donné qu'on était en plein confinement, les employés en télétravail, on n'avait pas les plateformes Zoom, on n'avait pas les employés n'avaient pas nécessairement de caméra. Donc, juste d'organiser le tout pour voir le monde avec qui je travaillais, ça a été déjà un enjeu. Puis on a dû s'adapter aussi beaucoup en philanthropie avec les plateformes web qu'on n'avait pas nécessairement. Donc, pour aller chercher le maximum de financement pendant ces périodes-là. Fait que ça a été vraiment, vraiment rock'n'roll de dire, OK, il y a des trucs qu'il faut que je mette de côté, de réseautage, de connaître, pour vraiment ce qui était prioritaire là, pour faire des sous puis pouvoir maintenir les emplois qui étaient là avec les employés en poste. Et c'est vraiment le plus gros défi, c'était de connaître mon équipe, de connaître mes collègues par téléphone, pas toujours évident. Donc, moi, l'entrée en poste était bien planifiée, mais c'est pas nécessairement... Comme ça s'est passé. C'est ça, comme ça s'était passé. François? Ben, moi aussi, je prenais la relève d'une directrice générale qui était là depuis de nombreuses années, là, qui avait grandi dans l'organisation. Donc, il y avait un plan de transition. C'était un départ volontaire, donc ça a été bien planifié. Mais j'arrivais dans une organisation en pleine transformation qui venait quelques semaines avant de dévoiler une nouvelle axe stratégique, qui venait de revoir sa mission, vision, valeur. Donc, ce travail-là avait été fait avec l'équipe interne. Il y avait, je pense, une vision commune qui était adoptée ou comprise, mais qui restait incarnée, qui restait à voir dans l'équipe et dans le plan de travail. Il restait du travail de planification stratégique. Donc, on se retrouvait avec à la fois de l'enthousiasme et de l'insécurité. Puis la crise est venue rajouter à ça, de dire, bien, c'est quoi la vision? On la connaît, mais là, le plan, ça va être quoi d'abord? Donc, ça a été beaucoup de prendre le temps d'écoute, comprendre. C'est une grande chance, moi, d'avoir eu ces quelques semaines-là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une journée de travail avec l'équipe pour apprendre à se connaître un peu, d'avoir du temps de comité de direction avant qu'on tombe dans ce mode à distance, télétravail et chaos, parce que ça venait complètement chambouler ce qui est notre séquence. Nous, habituellement, on s'en allait mars vers le temps fort. C'est la grosse planification estivale, c'est le temps de vente publicitaire sur nos médias, c'est la préparation des activités qui s'en venaient, donc le grand rendez-vous avec les membres, des rencontres avec le conseil d'administration, avec les attraits leaders. Donc, l'équipe était focus sur des choses et quand les dominos se sont mis à tomber, une chance un peu qu'on avait quelques repères. Une chance, je me dis des fois que le plan n'était pas très canné. Comme ça, on avait moins de lâcher prise vers ce qu'il fallait faire pour gérer une crise. Une équipe qui venait de se faire réorganiser. Fait que, j'entendais Stéphane, puis il y avait quelque chose, et je ne pouvais pas simplement nous aussi dire à l'équipe, vous connaissez vos repères, je vais être là pour vous soutenir. Il fallait retrouver des repères. Donc, ça a été beaucoup de défis en même temps. C'était pas évident. Ça a été un gros test pour l'équipe. Ils ont relevé haut la main, by the way.
Il y en a parmi vous, là, j'aimerais ça vous entendre aussi, en arrivant en poste à cause des conditions, ça a pris quelques semaines, vous avez dû faire des mises à pied de personnes que vous connaissiez à peine là, aussi. Là. Est-ce que vous avez tous fait des mises à pied, François? Je sais que oui. Annie, Stéphane? Ouais, nous, on avait, je suis arrivé, j'avais une équipe de 25 personnes. Aujourd'hui, on est de retour à 25 personnes. Pas tout à fait la même façon comme structure, mais au moment de la crise, on a dû se réduire à un noyau de 10 personnes. Le Ouais, temps d'être capable les de 12 trouver personnes, notre... les 12-15 personnes qui se sont rajoutées par après, ce n'est pas nécessairement ceux qui étaient à Exact. l'embauche avant. Là. Fait que, Exact. tu as coupé des gens, mais tu as créé des nouveaux postes pour engager des nouvelles personnes. Tout à fait. Puis Stéphane, Annie, vous? De notre côté, nous autres, on avait une des premières choses que j'ai faites, mon bon vieux réflexe d'entrepreneur, c'est de poser des questions sur l'état de la situation financière de l'organisation dès la première journée. Et c'était drôle parce que je m'étais assis avec la comptable. J'ai dit, écoute, as-tu un rapport de cash flow? Puis là, ben, elle dit, ça, c'est le compte en banque. Je dis, non, un rapport de cash flow. Là, je veux des projections. Ben non, on ne fait pas ça. Je dis, OK, je vais te dessiner un tableau sur une feuille, là, puis tu me feras ça sur Excel. Puis si tu peux me faire ça demain, ça va être parfait. On va regarder ça ensemble. Fait que le lendemain matin, elle me fait mon beau tableau, puis on regarde ça. Puis je lui vois la face. Je dis, quoi? Ben, elle dit, je pense qu'on a un petit problème. Elle dit, on a comme de l'argent jusqu'à la mi-mai. Alors là, on est le 16 de mars, on est le 17. Fait que j'ai dit, OK. Fait que là, on va regarder comment on réduit les dépenses. Et malheureusement, ben, c'est effectivement le cas. On a dû nous couper 3 postes là, sur 10 personnes dans l'équipe, sur 12 personnes. Par contre, c'était des mises à pied temporaires. On a dit dès qu'on pourrait rembaucher les gens, on allait le faire. Et j'ai été très, très transparent sur la situation financière de l'organisation. Je ne fais pas dans le cachet. Regardez, voici la situation. Voici comment on va s'en sortir. Et voici ce qu'on va faire après, dès que ça revient à la normale. Et l'important, c'est de bâtir la crédibilité rapidement. Et dans notre cas, dès qu'on a pu rembaucher, là, il y a la subvention salariale qui est rentrée. Et aussi, on a eu un mandat important là, d'accompagnement avec la Ville de Montréal. Donc, on a pu rembaucher une personne. Et là, ça a comme redonné confiance à tout le monde. Puis à la fin de l'été, on avait rembauché nos 3 personnes. Mais effectivement, c'est pas simple, comme tu dis, de mettre à pied des gens que tu connais peu, que tu connais pas. Il y a la relation de confiance n'est pas là. Mais j'ai travaillé beaucoup avec les gens de l'équipe, justement, l'équipe de direction en poste pour m'aider justement dans cette Ça reste des mises à pied, disons-le, de masse, là, 3 postes en même temps, là, ça affecte, oui, c'est important. Ça affecte le moral du restant de tout le monde aussi. Ben, ça insécurise. Hein? C'est pour ça qu'il moi, je joue dans la transparence des deux bords. Dans la transparence dans les faits, mais dans la transparence aussi dans le plan de match. Puis, regardez, voici ce qu'on va faire. Puis, il faut travailler ensemble pour arriver. Fait qu'on a mobilisé tout le monde à travailler à ce qu'on puisse ramener ces postes-là, justement. Annie? Moi, en fait, quand je suis rentrée en poste, j'ai eu à faire des mises à pied temporaires là, avant de quitter dans mon autre emploi. Mais quand je suis rentrée en poste, les permanents avaient tous gardé leur emploi. C'est des contractuels qui avaient été non reconduits, en fait. Donc, l'équipe était quand même là, solide en poste. Puis, le défi était de pouvoir les garder en poste pendant la dernière année qu'on vient de vivre. Puis, c'est sûr que la subvention salariale nous a donné un gros, gros coup de main à ce niveau-là. Puis, pendant qu'on a travaillé avec la subvention salariale, et là, on est en train de faire les stratégies en fait et tout, puis de prouver qu'on a d'atteindre nos objectifs pour pouvoir les garder cette année. Puis pour l'instant, ça a très bien été. Mais comment on fait? On arrive en poste, on est en télétravail. Comment on fait pour apprendre à connaître ses collègues, son CA aussi? Parce que veut pas, là. Qu'est-ce que vous auriez développé comme stratégie qui pourrait aider les autres là, qui vivent ça là, actuellement? Annie, je vais commencer avec toi. Je te vois grand sourire. Oui, bien, moi, ça a vraiment été tout un défi. Puis je me suis posé la question à plusieurs reprises, puis j'en ai discuté de comment on pourrait faire et tout. C'est sûr que la première étape était d'avoir la technologie nécessaire pour du moins du voir. Là. Donc, une fois que ça a été mis en place, on a mis en place des duos. Donc, à toutes les semaines, à chaque employé, on se rencontrait les deux toutes seules. On a eu les rencontres tous les mercredis en milieu de semaine. Que peu importe si on a des sujets prioritaires ou qu'on en a moins cette semaine-là à discuter ensemble, c'est le moment où on se garde un moment pour faire ce qu'on appelle nos discussions de couloir. Donc, des questions autres qui ont plus ou moins rapport. Là. C'est quoi ton voyage de rêve, puis qu'est-ce qui se fait en fin de semaine, puis pour apprendre à se connaître. Donc, nos questions couloir. Fait que chaque employé, à chaque semaine, apporte une question couloir. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, que j'aurais dû faire plus quand on regarde, quand on y réfléchit, là, en début, quand on pouvait, quand les mesures là, le permettaient, je suis allée prendre des marches avec certaines des employés à l'extérieur.
C'est sûr que j'aurais dû le faire plus, puis on dit tout le temps, écoute, le temps de se rendre, nous, c'était une charge de travail qui était incroyable, la pandémie. Fait que tu dis, bon, le temps de me rendre, le temps de marcher, le temps de. Mais c'est un temps qui est vraiment important. Je l'ai fait, puis j'aurais dû le faire plus, en fait, là, quand on pouvait, là, de se rencontrer. J'ai fait quelques pique-niques pendant l'été. On apportait nos lunchs, on allait voir au parc. Mais je l'ai fait, mais ça aurait pu être fait encore plus. François? Ben, je suis un peu d'accord. C'est ce côté-là où, dans notre recherche d'efficacité, on a peut-être un peu négligé la création d'opportunités. Nous, l'équipe est un petit peu plus grosse. Ça fait qu'il y avait naturellement des équipes de direction aussi. Puis un des trucs qui a redonné du jus et de la confiance, ça a été de maintenir toutes les rencontres d'équipe indépendamment du statut. Donc, quand les rencontres d'équipe hebdomadaires se faisaient, les employés qui étaient en mise à pied temporaire venaient sur les rencontres Team ou Zoom, venaient participer. Ça les gardait au courant, ça leur permettait de brainstormer avec l'équipe, de rire puis de garder un certain esprit uniforme ensemble. Puis même chose pour nos rencontres mensuelles. On faisait nos rencontres mensuelles avec l'ensemble de l'équipe. Puis on faisait toute la situation, mais on prenait du temps pour se demander comment ça allait, faire des petits tours de table, comment ça se vit, c'est quoi nos différences, puis de se taquiner sur, en fait, ceux qui sont la broue dans le toupette, qui essaient de livrer la job de 25 à 10, taquiner en disant, je le prendrais bien, moi, ces quelques jours-là. Puis en même temps, ceux qui étaient en arrêt, qui profitaient de ça, ils disaient, moi, je la prendrais bien, la paye complète. Fait que, on dédramatisait un peu cette situation-là. Puis je pense cette qualité de communication, mais comme Annie mentionnait, quand l'occasion est venue et que nous, on est en train de se repositionner, on a des nouveaux mandats, on a des nouvelles entrées d'argent avec des attentes différentes, donc il fallait revoir l'offre de service et évoluer. Mais on a pu faire des rencontres un peu de type plaque à l'épaule, dehors, chaise à pique-nique, 2 mètres. Et puis, on s'est laissé la permission dans cette journée-là d'avoir des côtés informels parce que c'est peut-être le bout qui nous manque le plus. C'est pas facile de gérer l'informel à travers les visios. On a beau faire la question de corridor, comme tu l'appelles, Annie, il manque quelque chose. Il manque la machine à café. Peut-être la chose qui nous a aidés, nous, c'est qu'il y avait déjà une politique assez flexible en télétravail. L'équipe était habituée d'être 2-3 jours en télétravail, donc ce n'était pas complètement différent. Ils avaient déjà commencé à travailler et à rester en contact permanent. Ça nous a aidés. Mais je pense que de garder cette communication-là, de faire l'effort de gérer l'informel, puis d'y consacrer du temps qui peut, à première vue, nous paraître pas productif alors qu'on est débordé. Je suis d'accord avec Annie, c'est assez essentiel pour l'esprit d'équipe. Stéphane? Merci, Annie et François. Franchement, je pense que vous avez partagé des points super. Ce que tu parles là, François et Annie, la notion de l'informel, je pense que c'est ce qu'on perd le plus dans. Moi, quand les gens valorisent la productivité du télétravail, je pense qu'on perd de vue la qualité des discussions de machine à café et de corde de porte. Là. Mais dans le même sens que vous, moi, j'avais installé, dès le début, je m'étais rendu très, très disponible. J'avais dit aux gens, regardez, texto, téléphone, courriel, n'importe quoi, n'importe quand. Il n'y a pas de hiérarchie. Vous voulez me parler, vous me faites signe, vous vous sentez pas bien, vous avez quelque chose. Donc, je me mettais dans la tête Parce que le défi en gestion de crise, c'est qu'on est tellement en mode bulldozer, puis on part par en avant, qu'on oublie de regarder le monde dans le rétroviseur, s'assurer que tout le monde sur le siège en arrière est correct. Fait que j'essayais une fois de temps en temps de me rappeler ça. J'avais aussi mis à l'agenda, j'appelais ça, moi, les cafés avec le DG. Là. Ça veut dire qu'à tous les semaines, j'avais 2-3 rencontres avec des membres de l'équipe pour juste prendre un café, puis comme tu disais, Annie, juste plaisir de jaser, d'apprendre à se connaître, parce qu'effectivement, on est tellement dans le mode gestion de crise, focus, qu'on peut perdre de vue juste la relation avec les gens. Et ça a été, puis comme vous, dès qu'on a pu aller dehors, surtout dans la période estivale, là, on a fait des rencontres, des meetings extérieurs, on a fait des pique-niques, on a fait des marches. On a aussi fait beaucoup on avait nos jeudis, notre 5 à 7 du jeudi, là, qu'on faisait, on appelait ça 5 à 7, mais c'était notre 4 à 5 du jeudi virtuel, où est-ce qu'on prenait un petit drink, puis c'était le fun, puis là, on se permettait de jaser un peu, juste détendre, mais c'est effectivement un beau défi, puis je pense que notre défi comme leader là-dedans, c'est vraiment de s'assurer que tout le monde va bien, puis on n'a pas le contact physique avec les gens, donc le non-verbal qui souvent, tu croises quelqu'un dans le corridor, tu t'aperçois qu'il ne file pas, que tu peux déjà peut-être être en prévoyance puis agir, mais là, tu l'as moins. Alors, puis je pense qu'à travers nos équipes de direction aussi, moi, je m'assurerais qu'avec mon équipe, qu'eux aussi gardaient ce contact-là avec leurs gens pour s'assurer que tout le monde allait bien. Fait que je pense que mais c'est le plus gros challenge qu'on a actuellement dans les organisations, c'est le contact humain.
drôle, ça reste dans nos valeurs de dirigeants aussi. Nous, en comité de direction, chaque semaine, la première question, c'est comment va notre équipe? Est-ce que vous sentez? Est-ce que le moral est bon? Est-ce qu'il y a des cas particuliers? C'est la première question. Ça va nous prendre une équipe. Qui vous a posé la question à l'inverse? Parce que là, vous parlez de vous qui vous informez sur comment va votre staff, mais y a-t-il des CA qui se sont posé la question comment va notre DG aussi? Là? Ouais. Parce que, là, vous avez parlé beaucoup de vos relations avec vos employés, mais pas beaucoup de vos relations avec vos conseils. Comment est-ce qu'on devient? Parce que un des éléments du succès entre une direction générale et son conseil d'administration, c'est la confiance. La confiance, ça s'installe dans le temps. Là, on n'a pas de temps. Comment vous avez dealé cette acquisition de confiance-là ou l'inverse, là, ou la perte de confiance? Là, je veux dire, les deux modèles sont toujours présents là, à des degrés différents. Comment on gère à distance, en crise, nouveau arrivé, à se dire, écoute, là, faut que j'ai des relations à bâtir avec... tu sais, je regarde, François, toi, tu as 20 quelques administrateurs. Là, c'est un double CA. C'est deux CA, mais qui siègent conjointement. Fait que comment on fait pour aller chercher cette... Puis là, on prend l'exemple extrême, là, mais je suis sûr que ce que vous avez vécu puis ce que vous avez développé comme outil pour aller chercher ce lien de confiance-là puis d'apprendre à connaître, c'est bon dans toutes les autres cas de situation par après. Là. L'arrivée d'un DG, il y a un travail à faire sur la connaissance de son CA et sur le relationnel face à ses administrateurs. Stéphane, moi, j'ai fait deux choses. La première chose que j'ai fait, j'ai pris le temps, dès mon arrivée, de parler avec chacun des membres du CA. J'ai fait le tour. Nous autres, on a un CA de peut-être 10-12 personnes au Conseil québécois. Donc, j'avais pris le temps vraiment de parler à tout le monde, juste d'échanger, très informel, autant par rapport à la situation que la situation de l'organisation et du secteur. Fait que ça a permis déjà de créer un canal de communication. Et j'avais instauré à tous les matins, ça a duré le premier mois, tous les matins, 8 heures, 15 minutes avec ma présidente de CA. Fait que des fois, on n'avait rien à se dire, mais c'était bien correct, mais ça allait tellement vite, les relations gouvernementales, les médias. Donc, moi, ce que je voulais, c'est, je peux penser des choses qui sont correctes, mais est-ce que je suis vraiment un bon relais de ce que mon CA pense, puis comme la vision, autant dans la façon de parler aux médias, autant dans la façon d'être avec le gouvernement, dans les représentations. Fait que je voulais m'assurer, puis aussi avec les membres, je voulais m'assurer d'avoir le bon ton, d'avoir le bon mot, puis les priorités, ce n'était pas un enjeu. Les priorités, on les savait. Fait que donc, alors j'ai resté vraiment, là, on se faisait un petit update 15 minutes à tous les matins. Ça a duré un mois. Après un mois, finalement, c'est ma présidente de CA qui m'a dit, finalement, on peut se parler une fois par semaine sans faire la job. Et là, on s'était mis une demi-heure par semaine. Et là, le rythme s'est pris. Mais c'est, comme tu dis, je pense que c'est toute une question de communication et de transparence qu'il faut avoir rapidement, puis la confiance. Puis moi, j'ai assumé cette confiance-là. C'est-à-dire que j'ai dit, regarde, ils m'ont engagé. Ils m'ont engagé parce que j'ai des compétences. Fait que je vais assumer qu'ils ont confiance en moi, puis je vais faire ma job. Mais je vais m'assurer de l'autre bord de nourrir cette confiance-là en gardant le canal de communication très ouvert. Puis c'est le défi avec le CA. Hein, c'est quand que ça devient opaque, c'est là que le CA devient nerveux. Alors, quand c'est transparent, et à tous les vendredis, je faisais un petit recap que j'envoyais au CA de la semaine. Bonjour, voici ce qui est arrivé cette semaine au niveau de l'équipe, au niveau des relations gouvernementales, au niveau des dossiers avec les membres, voici ce qui est arrivé. J'envoyais ça tous les vendredis, ça les gardait au courant. Puis souvent, je recevais des questions, je recevais des merci. La fin de semaine, je répondais. Puis, fait que c'est vraiment de garder le canal de... Ouais, on est comme couche-tard. On ouvert 16 jours, 24/7. On va en parler tantôt du nombre d'heures. Annie, toi, ta relation avec ton CA? Moi, j'ai un CA extrêmement solide qui comprenait très bien beaucoup d'expérience en gouvernance. Ma présidente était la présidente sortante de la Chambre de commerce, énormément d'implications dans les 10-15 dernières années. C'est une grande gestionnaire pour qui j'ai vraiment beaucoup d'admiration. Puis, donc, je me suis comptée chanceuse d'arriver en crise avec une équipe solide comme ça, que je voyais beaucoup comme mes multiplicateurs de réseau dans le contexte où on ne pouvait pas réseauter, etc. Ils ont mis sur pied un comité RH du vendredi matin avec les membres du conseil exécutif, qu'on prenait un café avec l'ensemble des employés pour voir comment va la DG, mais comment vont les employés aussi, pour être proche de toute la gang des employés. Ça a duré peut-être un mois ou deux. Il y avait beaucoup de disponibilité de la part de ma présidente. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur un conseil d'administration comme le mien, beaucoup de gestionnaires, chefs d'entreprise, avocats, notaires, médecins, donc qui étaient aussi beaucoup
ils étaient très, très, très occupés, eux autres aussi, dans leur travail avec la pandémie. Fait que c'est sûr que ça a été une surcharge de travail pour eux aussi, mais ils m'ont donné beaucoup de disponibilité. Fait que là, c'était pas entre 8 et 4. Là. Ça pouvait être à 7 heures le matin, à 7 heures le soir, mais il y avait de la disponibilité. Puis pour ce qui est de la confiance, Stéphane, ce que tu disais, bien, c'est sûr que moi, je suis dans un petit milieu, donc Trois-Rivières, on voit souvent les mêmes personnes dans les réseautages et tout. Donc, il y a quand même une bonne partie du conseil d'administration qui me connaissait déjà parce que j'étais déjà impliquée dans ce milieu-là. Puis moi, que je connaissais déjà de réputation ma présidente et d'autres membres. Fait que c'est sûr que dans un milieu comme nous, en région comme ça l'aide là, quand on arrive dans une crise. François? Oui, je fais du pouce là-dessus. Moi, je ne peux pas dire que je viens d'un petit milieu en termes géographiques, mais je viens d'un petit secteur, même s'il est important. Le tourisme reste dans son écosystème là, de gouvernance qui fait en sorte que moi aussi, j'arrivais avec une certaine réputation et une certaine crédibilité. Je pense que la confiance, ça a aidé du CA de se dire, je pense qu'on a un bon DG puis on peut le laisser aller. Et moi, c'est une chose que je ferais différemment parce qu'on a très bien joué les officiers. Et rapidement, la crise s'est déclarée. Les téléphones, des rencontres pour dire OK, on a à se poser des questions. Est-ce qu'on a les bons réflexes? Est-ce que vous avez des conseils pour moi? Puis ça a tellement été un petit noyau. Mais 3 officiers de 2 CA qui sont conjointement, rapidement, tu as une petite cellule de crise de 6 personnes. Ça a été vraiment efficace. Puis ils ont été très disponibles. On s'est vu aux semaines. J'ai parlé au président plus fréquemment que ça. La chose qu'on a réalisée, même collectivement, quand la crise s'est mise à s'estomper, c'est qu'on n'avait pas de culture de comité de CA de façon traditionnelle, qu'on avait beaucoup de projets de gouvernance à faire. Fait qu'avec un CA conjoint qui ramène à 25 personnes, si ces structures-là ne sont pas mises en place, c'est plus difficile de donner un suivi et du feedback à tout le monde. J'ai perdu en cours de route la discipline de Stéphane de faire des topos. C'est peut-être un des éléments sur lequel ça s'est bien passé, l'organisation a progressé, mais il y a des administrateurs qui auraient voulu contribuer plus, qui n'ont pas pu le faire, puis ils nous le reprocheront pas parce qu'on a fait une bonne job. Mais dans cette unité collective, je pense qu'on a ça aussi à bâtir là, en sortir de cette crise-là que de ça. Moi, de refaire une équipe avec mon CA, puis j'aurais pu aller plus loin dans la crise là-dessus. Oui, puis c'est drôle parce que vous parlez pas mal du fait que les gens vous connaissent parce que vous étiez déjà un peu dans les secteurs, mais est-ce que vous auriez passé au travers aussi bien si vous n'étiez pas déjà aussi ancré dans le secteur? T'sais, Annie, tu es en philanthropie depuis longtemps. François, tu es une référence du tourisme. Stéphane, commerce de détail. Écoute, nous, on se connaît depuis 20 ans, puis tu es dans le retail depuis 20 ans. Là. Être arrivé en poste avec un peu moins de connaissances reliées au secteur, ça aurait-tu fait une grosse différence? Parce que moi, je connais des DG là, qui sont nommés, mais ils sont nommés pas nécessairement. Ils peuvent être nommés pour toutes sortes de raisons. Là. Puis des fois, c'est parce que c'est le meilleur candidat possible, parce que c'est le budget qu'on peut mettre. Fait qu'il y a juste qu'on vienne vraiment sur votre connaissance du secteur, puis à quel point ça vous a permis de vous débrouiller ou de performer plus que d'autres dans le même. C'est intéressant, Stéphane, ce que tu amènes, parce qu'il y a comme 2 dimensions dans la crise. Il y a la dimension leadership qu'on parle depuis tantôt. Ça, le leadership, tu n'as pas besoin d'être dans ton secteur pour être un bon leader, puis quelqu'un qui est capable d'amener ton équipe puis de les amener à performer à travers la crise. Ça fait que ça, je pense que cet élément-là, la connaissance du secteur n'est pas nécessaire. Dans l'enjeu par rapport à la crise, c'est lorsque tu parles au gouvernement. En tout cas, moi, j'avais beaucoup de relations gouvernementales à faire en gestion de crise. J'avais à parler énormément avec les médias et j'avais à parler avec les membres. Et c'est là qu'il y a un gros point que m'amène ma connaissance du secteur, c'est la crédibilité que je suis capable de rapidement amener. Donc, quand je parlais de la crise au gouvernement, quand je parlais de la crise avec les médias, quand je parlais de la crise avec nos membres, bien, avec mes membres, j'étais capable de comprendre leur business, puis de poser les bonnes questions, puis d'avoir les bons réflexes. Avec les médias, j'étais capable de les éduquer, de les informer, puis de leur donner de la perspective par rapport à ce qui se passait, parce que je connaissais le secteur. Puis avec le gouvernement, bien, je devenais... Tu sais, avec le gouvernement, moi, je n'avais pas pris une posture de revendication, j'avais pris une posture de partenaire. Alors, comme partenaire, je voulais être avec eux une ressource pour réfléchir à la situation de la crise et prendre les bonnes décisions. Alors, je n'ai jamais été en mode de revendication. Donc, il a fallu, ma crédibilité est passée par ma connaissance du secteur. Et leur dire, écoutez, il faut juste te faire penser à que tout. Donc, je pense que la crédibilité vient, entre autres, en tout cas, dans mon cas, de la connaissance que j'avais du secteur à tous ces niveaux-là. Annie,
C'est un peu Ben, moi, différent. en fait, non, parce que si je retourne en arrière, là, j'ai été comme 7 ans directrice adjointe d'un centre de ski avant de faire le saut en philanthropie avec UQAM pendant 4 ans. Donc, c'est sûr que je n'ai pas étudié en philanthropie. J'ai un bac en loisirs, culture, tourisme. Donc, les acquis que j'ai eus en philanthropie dans les 4 dernières années, les formations, les expériences, m'ont vraiment aidé à ce qu'on puisse se retourner plus vite de bord, de connaître les outils nécessaires à mettre en place, etc. Donc, c'est évident que ça m'a donné un grand coup de main. Si j'étais passée du centre de ski à la direction là, du RSTR, ça aurait été complètement différent. On y serait peut-être arrivé, mais peut-être pas aussi vite pour pouvoir trouver les stratégies de financement finalement. François? Oui, ben, j'aime beaucoup ce que Stéphane disait. Là, ça ressemble aussi. Moi, je me retrouvais pour être partie de l'Alliance, donc qui est vraiment l'interlocuteur principal à une des composantes Il y avait ce réseau-là était essentiel parce qu'il te permet souvent d'avoir des indices que c'est difficile de colliger si tu n'as pas le réseau pour t'alimenter. Il permet de faire passer tes messages, puis il te donne déjà des habiletés entre dans mon parcours en relations gouvernementales, relations médias. Donc, on a pu mettre à profit ces actifs-là. C'est souvent, je vois les questions qui défilent dans le chat, des conseils aux nouveaux ou jeunes DG, de dire bâtissez le réseau. Le réseau, il a vraiment fait On va y une revenir différence. là-dessus parce que moi, je trouve ça. Il a fait une grande différence dans notre capacité de performer rapidement que d'avoir développé à la fois l'expérience, l'expertise, mais d'avoir des réseaux vers lesquels on peut se tourner pour activer des choses ou faire en sorte que quand il y a des cellules de crise qui se mettent en place au niveau sectoriel, provincial, gouvernemental, on est interpellé parce qu'on fait déjà partie de ces plus connus-là, de ces plus crédibles-là. Et ce rôle-là fait que tu as une responsabilité d'apporter pour nourrir ces solutions collectives, mais ça te nourrit comme organisation et comme équipe de direction parce que tu as un pouls peut-être meilleur que d'autres auraient. Fait que le réseau, c'est une clé à la fois pour gérer la crise, mais en général, pour être capable de performer comme DG ou comme organisation. Non, puis, moi, je peux surfer sur ce que Stéphane, ce que François a dit. Moi, je me mets par rapport à nos membres, François aussi, par rapport à tes membres, on avait des secteurs en grande crise. Là, ouais. et quand tes membres se retournent vers toi, puis écoute, on a géré de la détresse, en tout cas, j'imagine, François, toi aussi, là, de la grosse détresse. La posture empathique qu'on est capable d'avoir est à la fois nourrie par notre empathie, mais à la fois aussi nourrie par notre connaissance du secteur, qui nous permet d'avoir cette écoute-là, qui nous permet d'avoir cette compréhension-là des enjeux, puis de donner confiance à nos membres dans notre posture d'aide qu'on est là. Puis c'est juste rassurant en partant de parler à quelqu'un qui sait de quoi tu parles. T'sais. Fait que je pense que ça l'a aidé beaucoup dans la gestion de crise, qui ne serait pas nécessairement le cas dans une situation différente. On est plus en mode de gestion. Parce que dans mon cas, moi, ça a été vraiment gagnant dans la relation avec les membres, mais aussi dans le sentiment que les membres avaient face à l'organisation de pouvoir les aider. Oui, puis on s'entend que les structures de type associative ont pris un rôle qui était complètement différent que ce que c'était traditionnellement avant, où on était plus dans la formation, le développement des membres. Là, on est devenu dans l'écoute, puis la revendication, puis le rassemblement. Là. Fait qu'il a fallu, dans le cas des organismes associatifs, il y a eu des revirements aussi d'offres de services quasiment et de situations. Là. Moi, je trouve ça intéressant. Mais je veux revenir sur le réseau de contact parce que c'est malheureusement quelque chose qui ne fait pas partie nécessairement de la culture des dirigeants d'OBNL. Puis très souvent, j'entends des conseils d'administration. Ben là, tu sais quoi, ça se dépense-là, là, relié à un déjeuner à la chambre de commerce, là, on n'a pas besoin de ça. Là, puis, ou les autres éléments que j'entends régulièrement, c'est écoute, j'ai pas le temps de sortir, j'ai pas le temps de rencontrer du monde, j'ai pas le temps de m'impliquer. Je manque de temps, j'ai pas le temps de m'impliquer. Mais je veux que vous reveniez sur vos expériences particulières, sur à quel point votre réseau vous a entre guillemets, sauvé, mais en même temps contribué à ce que vous en sortiez. Puis Annie, hors d'onde, on parlait principalement aussi de tout le réseau de la santé, parce que tu es impliqué dans le réseau de la santé, puis là, la crise, c'est le réseau de la santé. Fait que quand on combine les deux, ça, puis ton réseau de contact, je pense qu'on peut pas mettre les deux séparément. Là, c'est important d'en parler aussi. Bien, assurément. C'est sûr que quand je suis rentrée en poste, en philanthropie, le réseau de contact, puis la représentation, ça fait vraiment partie. Là. Donc, moi, c'est né, puis on sortait, puis il faut sortir, puis il faut jaser, tout ça. Fait que c'est sûr que la nouvelle structure de réseautage, une chance que j'en avais déjà, puis que j'étais déjà impliquée dans le milieu depuis quasiment 20 ans maintenant. Fait que pour moi, ça l'a facilité, mais pas nécessairement mon réseau de contact, juste en philanthropie des 4 dernières années.
Je dirais qu'un réseau qui m'a vraiment aidé, c'est que quand j'étais au centre de ski, la majorité, beaucoup du monde du CIUS, c'était des clients là. Donc, je me suis ramassée que dans le domaine de la santé, vous le savez, là, je représente comme 12 établissements que je n'ai pas tous eu le temps de visiter encore parce qu'on ne peut pas nécessairement rentrer et qui ont beaucoup de pain sur la planche. Mais mon réseau personnel m'a vraiment aidé, même à même le CIUS, de plusieurs personnes que je connaissais, qui disaient, écoute, peux-tu m'aider sur telle chose, tel truc, etc. Il y en a qui m'ont appelé pour me souhaiter la bienvenue quand ils ont vu mon nom passer. Fait que c'est sûr que ça l'a donné un coup de main, puis que quand il faut que ça aille plus vite que vite, bien, on contacte les gens qu'on connaît. C'est ça, on contacte les gens qu'on. Fait que j'étais quand même assez contente d'avoir ce réseau-là. François? Je te dirais qu'un des enjeux, là, puis ça dépend de nos profils de gestionnaires ou de personnes, mais Stéphane a parlé d'empathie tantôt. Je pense que le réseau a été utile de différentes façons parce que c'est nos ressources d'expertise, c'est nos ressources d'influence, c'est nos ressources d'information. Mais souvent, ce réseau-là aussi, quand tu es DG, c'est là où tu peux aller briser un certain isolement. Oui, il y a ton conseil d'administration, mais il y a à travers ce réseau-là des gens avec qui tu étais capable, Stéphane le mentionnait par rapport à des membres importants ou même des membres de CA, la qualité de comment ça va, puis de gérer ça. Puis de temps en temps, là, ça faisait du bien de parler à d'autres DG d'associations ou à d'autres personnes qui avaient les mêmes mandats de relations gouvernementales, de relations médias que nous pour dire ça va pas, c'est dur, c'est-tu normal, tu frappes-tu ce mur-là, toi aussi? Fait que la qualité du réseau, il faut le regarder sur la variété de ton Cardex, mais sur aussi l'authenticité des relations dans ce réseau-là. Puis moi, ça a fait une grande différence parce qu'on a eu des moments où la soupape était nécessaire. Puis là, ton réseau il est solide quand il te permet de performer professionnellement, mais il t'aide à performer personnellement aussi. Oui, les échanges entre les pairs, nous, on en parle souvent dans beaucoup des activités puis vous êtes au courant peut-être qu'on a des cercles d'échange, des groupes de co-développement qu'on a développés en DG justement pour ça. Puis c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. Puis je trouve ça intéressant que tu le ramènes sur le dessus de la pile, François. Merci. Stéphane, toi, ton réseau, il est immense. Là. Mais deux éléments importants. Je pense, merci de dire ça. Moi, ça a été quelque chose que un de mes professeurs à l'université, un entrepreneur, m'avait déjà dit. C'est la plus belle chose que tu veux bâtir toute ta vie. Le plus bel actif, il n'est pas financier, il est ton réseau. Puis dans la crise que je me suis aperçu, puis je le voyais déjà dans les années passées, mais quand on dit en anglais « resourceful », être capable rapidement de se revirer sur un dizaine parce que tu connais quelqu'un, puis c'est pas trop qui tu connais, mais c'est qui tu connais qui. T'sais. Fait que des fois, tu t'appelles la bonne personne, puis tu dis « Oui, écoute, je connais quelqu'un, je t'envoie quelque chose. » Puis dans la crise, c'est la capacité de se revirer de bord sur un dizaine tout le temps. Puis ce réseau-là m'a permis beaucoup en partant de bien réagir, puis des fois dans des situations problématiques. Je pense que c'est un actif à bâtir important pour toute la carrière, peu importe ce que tu fais. François, tu parlais de tout après ça, puis Stéphane, t'en glissé un mot. Là. Moi, je suis un beauceron de nature, fait que dans ma nature beauceronne, je suis quelqu'un de très rassembleur. J'aime rassembler le monde, j'aime mobiliser les gens autour d'une cause, puis quand je suis rentré au CQCD, la première chose, une des premières choses, une dans la liste des premières choses que j'ai fait, c'est recontacter tous les gens des autres organisations connexes au conseil au commerce de détail. Le CQCD s'était beaucoup isolé dans les dernières années. Et moi, j'ai pris une posture inverse, c'est-à-dire, regarde, on est tous dans le même bateau. J'ai pris le temps de contacter tout le monde, de créer des ponts de communication. J'ai créé des appels tous les 2 semaines avec ces gens-là pour se parler, échanger. Et puis là, il s'est créé une solidarité. Puis ce que j'ai vu beaucoup dans cette crise-là, qui est un grand facteur de solidarité. Autant je voyais des concurrents dans des appels que je créais qui ne se parlaient probablement pas avant, qui se parlaient et qui se partageaient des trucs. Autant nous, en termes d'association, puis je peux vous donner un exemple, le Conseil canadien du commerce de détail qui a un bureau à Montréal et le Conseil québécois ne se parlaient pas vraiment depuis plusieurs années pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons. Mais moi, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon collègue Marc Fortin, j'ai dit « Marc, écoute, on va faire une chose. » Puis moi, l'approche que j'ai prise, puis je peux vous donner un conseil bien humblement par rapport à ça. On peut toujours trouver les points d'irritation quand on parle à un organisme qu'on considère, entre guillemets, comme un concurrent. C'est super facile. Mais si tu mets ton ego de côté, ton ego corporatif et ton ego personnel, puis tu regardes les points d'ancrage où tu peux travailler, où tu peux avoir des ponts. Puis les autres points, les irritants, là, nous, le Conseil canadien, il y avait plein d'affaires sur lesquelles on n'était pas d'accord. Mais il y avait des affaires sur lesquelles on pouvait travailler ensemble. Puis même au début, ma présidente de CA dit tu parles avec le Conseil canadien? Ah, oui. Puis écoute, tu vas voir, ça va être bon, ça va être payant, ça va nous aider. Et à la fin, on se faisait des représentations conjointes auprès du gouvernement.
ça donnait plus de poids. On a fait plusieurs représentations aussi à plusieurs organisations qui donnaient plus de poids, qui ne s'étaient jamais fait dans le passé. Fait que ce réseau-là, il est toujours à bâtir, il est toujours à nourrir. Puis moi, je me suis toujours mis dans une posture de donneur qui me donne l'ouverture d'être un bon receveur. Fait que je suis toujours en posture de comment je peux aider, comment je peux d'être l'instigateur, mais je n'ai jamais été gêné de demander quand j'avais besoin. Fait que je pense que c'est comme ça. Stéphane, tu parles de receveur, puis je veux continuer avec toi parce que tu es aussi président d'un OBNL. Tu parles de receveur, fait qu'on va dire, tu es président dans le sport. Oui, Fédération sportive, effectivement. Ouais. Puis là, il y a une question qui est arrivée dans le chat room. Je vais la prendre avec toi, puis on va regarder les autres aspects avec les autres, vu que tu es aussi président. C'est quoi le rôle d'une présidence dans l'arrivée d'un nouveau DG? Encore plus, en temps normal, il y a un rôle, mais en gestion de crise comme ça, là, j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. Annie, elle l'a effleuré un peu tantôt, mais le rôle de la présidence, là, François, c'était intéressant. Je n'avais même pas pensé moi-même. J'ai porté les deux chapeaux. J'étais DG d'un bord, président de l'autre bord. Mais j'ai eu la même attitude dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, puis en même temps, je n'étais pas président. J'étais vice-président d'une fédération sportive jusqu'au mois d'avril. Mon président, dans la crise, s'est retrouvé dans une situation professionnelle où il manquait de temps. Alors, il a finalement décidé de démissionner. Alors, j'ai pris la présidence. Vraiment, c'est chapeau de roue, mais j'ai dit à ma DG, je dis, on a deux choix. Ou bien tu trouves quelqu'un d'autre, ou bien on va trouver une façon de travailler ensemble qui va te permettre de valoriser ton rôle de DG encore plus, de développer ton leadership, puis moi, je vais t'accompagner là-dedans. J'ai pris le même rôle. J'ai été avec mon DG ce que je voulais que mon président soit avec moi, c'est-à-dire fais-moi confiance, donne-moi la marge de manœuvre pour travailler, sois disponible. Donc, j'étais très disponible. Moi, j'ai mis avec ma DG un appel de 45 minutes à tous les mardis matin. Mais je dis n'importe quand tu as besoin de quelque chose durant la semaine, tu me textes, je te parle dès que je te réponds ou je te parle quand tu as besoin qu'on se parle. Mais sois assuré que ça va être toujours laser. Prépare tes dossiers, arrange-toi. Moi, je vais être super disponible. Je pense que puis je le vois, ça fait maintenant depuis le mois d'avril, et je vois comment l'équipe a grandi parce que la DG a grandi et mon équipe a suivi en arrière. Alors, c'est la même relation. Je pense qu'il faut traiter les gens comme on aimerait être traité. Alors, moi, j'ai traité ma DG comme moi, j'ai aimé être traité comme DG d'une association. François, toi, tu vois comment? Dis-moi, il y a un CA, double CA, mais qui soigne convaincant. J'ai quand même deux présidents de conseil et moi, j'ai peut-être été chanceux. Un, c'est des gens que je connaissais professionnellement déjà un peu avant d'arriver en poste, le tourisme étant un petit milieu. Mais on découvrait une autre forme de relation. Fait, comme Stéphane l'a mentionné, c'est la qualité de cette relation-là, t'aimes ça comme humainement, qu'elle ressemble à comment toi aussi tu es. Donc, j'ai eu des DG disponibles à l'écoute, puis moi, j'avais un duo au départ parfait, un qui était capable il avait plus l'instinct de m'appeler pour brasser des solutions d'affaires, puis un qui avait plus l'instinct de m'appeler pour dire comment tu vas, comment va l'équipe, de secteurs qui vivaient la crise de façon différente, même si tout le monde était en crise. Donc, cette disponibilité-là, mais c'était basé sur la confiance et l'autonomie. J'étais chanceux, puis tu sais, envers mon équipe de direction, c'est la même chose. Je te donne des directions, je t'inspire, je suis là pour te soutenir. N'hésite pas si tu as besoin. Fait que quand tu as la même sorte d'appui qui vient d'en haut que la façon dont toi tu donnes l'appui à ton équipe, ça a permis d'être en cohérence. C'est sûrement une des clés aussi qui fait que nos organisations ont réussi à rester solides malgré la tempête, là. Que cette forme de ligne de gouvernance, cette pensée-là de direction était assez homogène et assez uniforme. Annie? Bien, moi, comme j'ai dit un petit peu tout à l'heure, je pense que, puis moi surtout, c'était un premier poste de direction générale avec un conseil d'administration. J'étais avant plus direction adjointe, etc. Fait que je pense que le rôle de la présidente est vraiment ou du président est d'être un mentor, d'être un coach, surtout quand c'est un nouveau poste, un nouveau titre. Moi, dans mon cas, j'ai eu la chance, comme je disais tout à l'heure, qu'elle avait cette crédibilité-là, cette expérience-là. Dans le cas où peut-être une présidence ou un président n'est pas nécessairement un gestionnaire aguerri, habitué à ces choses-là, bien, je pense que le mandat aurait été de trouver un accompagnateur, dans le fond, pour le DG ou la DG dans ce contexte-là. C'est intéressant. Je vous écoute tous les trois, parce que le piège, on n'est pas tombé personne, mais ça a dû arriver beaucoup. Là, Stéphane, toi, tu en vois plus que nous autres. C'est d'avoir la tentation du micromanagement. Cette insécurité-là, cette crainte financière, cet enjeu de liquidité,
est-ce qu'on aurait pu avoir des CEO, des présidents qui auraient venu faire du shadow management par-dessus notre épaule et ils ont été en position de coaching? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu ailles mieux? Ouais. Et non pas, voici ce que tu devrais faire selon moi. Ce que j'ai vu, moi aussi, puis qui m'a beaucoup impressionné, c'est complètement l'inverse. C'était des CA qui ont perçu la crise comme étant quelque chose d'opérationnel, puis qui n'ont pas eu de CA avant le mois de juin, juillet, puis qui ont laissé complètement leur DG gérer tout. Et ils ne sont pas, tu sais, puis tu poses la question en termes de stratégie, est-ce que vous avez revisité où vous allez ensuite? Non, c'est le DG qui a décidé. On y a fait confiance. Puis, fait que j'ai vu aussi beaucoup ce cas de figure-là, puis même des grosses organisations, certaines qui m'ont impressionné de parler à des gens et de dire, écoute, puis ton dernier CA, c'est quoi votre réalignement stratégique face à la crise? Tu sais, c'est impossible de ne pas se réaligner avec tout ce qui s'est passé. Bien, on n'a pas eu de discussion. OK? C'est Aziz, bien, on attaque. On a aussi beaucoup vu ce cas-là d'autres organismes qui sont encore en attente que ça revienne. C'est les deux pôles ne sont pas bons. Puis, tu sais, moi, je faisais l'autre, François, je m'en allais à la même place que toi parce que quand vous parliez, François Denis, je me disais, est-ce que je me serais vu dans une position d'avoir un CA qui micromanage en gestion de crise? Tu sais, je disais, voyons, je serais viré fou. Fait que, littéralement, parce que je pense que tu as amené quelque chose de l'insécurité. Si vous êtes président d'un CA, et vous êtes insécure par rapport à votre direction, posez-vous deux questions. C'est-tu moi le problème ou c'est mon DG le problème? Parce que le problème peut être aux deux places. Et posez-vous vraiment la question. Soit vous n'avez pas la bonne personne, ou soit vous n'avez pas la bonne attitude. Mais vous ne pouvez pas micromanager dans un contexte de gestion de crise comme on vit actuellement. Vos gens sont déjà tellement concentrés à gérer leur équipe, à soutenir leur monde, soutenir le secteur, soutenir l'organisation. Tu ne peux pas avoir en plus à micromanager, à te faire souffler dans le cou à tous les 5 minutes. Puis l'exemple que tu donnes, Stéphane, est aussi bon. Tu ne peux pas non plus être dans le lâcher-prise complet. Ton DG a besoin de savoir, ton CA, il te donne les balises. Fait que tu as besoin de savoir sont où les balises. Après ça, laisse-moi aller dans les balises. Je suis assez intelligent, je vais faire-moi confiance. Mais donne-moi les balises, au moins, tu as entièrement raison. Puis, je pense qu'il faut regarder l'autre cas à l'autre extrême. Puis, François, ton cas est un peu là-dedans. Là, on a parlé beaucoup de vos organismes qui ont eu de la misère, mais il y a d'autres secteurs qui ont été en croissance. Je prends la sécurité alimentaire, et il n'y a jamais eu autant d'argent. J'aimerais ça, François, toi, je sais que tu as un financement associatif qui a comme été boosté. Comment on gère une croissance en pleine crise d'un morceau de son organisation quand on sait que son secteur est comme plus chambranlant? L'enjeu était là. Juste vous dire, c'est une question qui nous a été posée, des gens qui participent. Là, comment gérer la croissance en crise? Là? Ceux qui ont eu du financement qui est apparu de nulle part, là, parce qu'il y en a eu. En fait, c'était une belle nouvelle à gérer parce que on voyait dans l'attrition, donc nous, quand on a coupé et qu'après ça, on a réussi à aller chercher des mandats ou du financement sur des commandes particulières, ça nous a permis de nous relancer. L'enjeu, par contre, c'est de dire comment je garde les prémices de ce qu'on avait, mission, vision, c'est quoi mon rôle, c'est quoi, et d'accepter que tu vas atteindre tes objectifs différemment. Et là, c'est beaucoup d'adaptation pour l'organisation, pour l'équipe, de dire, on va prendre d'autres chemins pour arriver à la destination qu'on avait dessinée ensemble, puis on va laisser aller des pratiques ou des façons de faire. L'impact le plus important pour cette croissance-là, entre chez nous, c'était vraiment de dire, est-ce qu'on est capable de restructurer les rôles et responsabilités? Est-ce qu'on est capable de communiquer assez avec l'équipe pour qu'ils avancent de façon structurée sans qu'il y ait de plan? En la crise, avec ces opportunités-là, c'était vraiment, il y a une époque en planification, tu disais, bon, mais moi, je vais me rendre à Québec, on va analyser la 20, la 40, etc. On va faire les étapes. Là, tu n'as pas le choix. Il faut que tu réagisses aux opportunités. Donc, tu te mets en direction, puis tu corriges en chemin. Fait que ça prend d'autres qualités à l'équipe de confiance envers le leader, mais nous, la responsabilité de leur dire. Fait que nous, on a eu 2, 3 belles occasions. Puis c'est que tout le monde comprenne qu'on a mis à profit les compétences puis l'expertise de l'équipe pour développer des choses qui n'étaient pas prévues, mais qui sont pertinentes pour nos membres, notre secteur, puis pour l'organisation. Puis quand tout le monde met l'épaule à la roue, ça nous a complètement donné une autre énergie. On a une autre question qui est rentrée puis, un petit peu avant, puis je suis curieux de vous entendre toutes les trois. Là. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des administrateurs qui doivent actuellement embaucher un DG? Quoi qu'ils doivent faire attention, puis comment ils doivent l'envisager, cette embauche-là? Annie?
Moi, c'est sûr qu'au niveau des plus petites organisations comme nous, ce que je donnerais comme premier conseil, c'est de ne pas avoir peur de voir la dépense comme un investissement et non comme une dépense. On sait qu'en philanthropie, on fait vraiment beaucoup attention aux sous, aux dépenses, etc. Mais quand c'est temps de recruter, je pense qu'on n'a pas de département de ressources humaines, etc. Donc, de faire appel Donc, tu avec... parles d'aller chercher de l'aide, toi, là. Tu dis d'aller chercher de l'aide, là. Donc, Ben, peut-être. en fait, d'aller chercher pour le recrutement une firme de ressources humaines, de chasseurs de tête, etc., assurément, ça va aider. Puis je dirais aussi par la suite d'accompagner le DG et ou, dépendamment, nous, on est allé chercher une subvention avec Emploi Québec pour l'accompagnement individuel des employés, chose qui m'a pris énormément de temps au début pour l'adaptation au changement. Puis comme je disais, quand on est plus petit, on n'a pas de département de ressources humaines pour faire ce suivi-là, pas de directeur. Donc, là, on est allé chercher la subvention, c'est super, mais de ne pas avoir peur à cette dépense-là, de coacher notre équipe, puis d'avoir un petit soutien aussi au niveau psychologique là, pour la gestion du changement là, de toute l'équipe. Ça serait ça, moi, dans les plus petites organisations. Stéphane? Oh, on a le micro, les enjeux du micro, c'est tout le temps. Ça vient de me coûter 5 piastres. Non, mais moi, je ramène ça à quelque chose d'important dans le processus, encore plus dans le contexte actuel, c'est les valeurs de l'organisation. La première chose, trouver quelqu'un qui a un fit avec vos valeurs. Parce que la relation de confiance va passer par là. Et dans votre processus de recrutement, laissez-vous pas embarquer dans des compétences extraordinaires parce que s'il n'y a pas de fit de valeur, la chaîne va débarquer. Après ça, regardez l'attitude des gens. Je pense que c'est super important. Mais dans un contexte, on parlait de leadership, on parlait d'être positif. C'est beaucoup dans le soft skill, là, pour le dire. Moi, je pense que le soft skill est très, très important. Par contre, je fais le lien avec ce que tu disais tantôt. La connaissance du secteur n'est pas négligeable non plus parce qu'elle relie à la crédibilité quand tu arrives dans le secteur. Donc, mais en premier lieu, pour moi, là, le soft skill est tellement important. Si vous avez un fit de valeur avec la personne, puis moi, j'ai fait un recrutement d'un poste de conseiller au partenariat et au membership pendant la crise. Puis j'ai rencontré des gens ultra compétents, là. Mais il y a une personne, à un moment donné, j'avais un fit de valeur. J'ai dit, oh, elle rentre direct dans le moule, dans le fit de l'organisation. Elle a une personnalité extraordinaire, mais un fit. Puis elle manquait un petit peu de compétences, mais elle avait une base assez solide pour que je puisse bâtir dessus. Puis écoute, c'est une embauche extraordinaire qu'on a faite. Fait que je pense que moi, peu importe le poste, je miserais beaucoup là-dessus parce qu'on n'a pas le temps d'intégrer les gens rapidement, là. On n'a pas, comme disait Annie au début, on n'a pas le temps de voir les gens, on n'a pas le temps il n'y a pas le temps de faire une tournée d'intégration, ça se fait en virtuel, il n'y a pas de contact physique. Fait qu'il faut que le fit soit bon dès le départ. Moi, je miserais beaucoup là-dessus. François? D'accord sur ce volet-là. On est dans un contexte où le leadership va devenir de plus en plus humain. Là, la crise a révélé ça. Et cet alignement des valeurs, il est important. Stéphane, il disait il faut que ça fitte. Il y a deux défis. Est-ce que vous avez déjà des valeurs d'organisation et d'équipe incarnées à l'époque un capitaine qui ne va pas coller à ça? Si vous voulez faire un changement vers des valeurs puis recentrer l'organisation sur une autre approche, trouvez quelqu'un qui va incarner ça. Mais la lignée des valeurs est importante. Ne faites pas l'erreur de dire, nous, comme CA ou comme exécutif, on est plus comme ça. Puis ça, nos conseils d'administration sont plus exécutifs, plus directifs, parce que c'est des gens aguerris, versus la relation du DG avec son comité de direction. Est-ce que là aussi, il y a un partage de valeurs? Puis après ça, vers l'équipe et vers les membres. Est-ce que cette chaîne de valeurs-là est cohérente partout? Fait que si vous êtes juste sur un fit de valeurs CA, direction générale, puis qu'il n'y a pas de fit par en bas, vous allez avoir bien du fun en haut, mais ça ne déclinera pas. C'est difficile souvent pour un conseil d'administration de dire OK, c'est quoi les valeurs de l'équipe et des membres pour aller chercher le capitaine? Soit parce que vous voulez réorienter ou faire, mais je suis d'accord sur le fit de valeur. Je suis d'accord, actuellement, là, le réseau est encore plus important pour se relever. Puis je pense que même dans un contexte associatif, subventionné, etc., le côté leadership entrepreneurial va être bien important parce qu'on est dans un monde d'audace, de courage puis d'opportunité. Puis il va falloir qu'on ose s'adapter puis inventer. Donc, ça va prendre des DG aussi qui ont ce profil-là, d'avoir la capacité de se remettre en question puis de gérer une certaine révolution dans la continuité. Je pense, en tout cas, c'est les profils que je regarderais. Fait que les réalisations du passé, un peu moins. Faites attention à des CV qui sont impressionnants, puis aller plutôt chercher derrière la façon dont les réalisations ont été faites. Ça va parler beaucoup plus.
Effectivement. Écoutez, on est en fin d'activité. Il y a une question qui est revenue aussi, puis sur laquelle j'aimerais qu'on se quitte. Je suis curieux de vous entendre. D'ordre général, c'est quoi le meilleur conseil que vous donneriez à un DG qui arrive en poste? C'est souvent la question avec laquelle moi je finis mes épisodes de balado. J'ai très souvent une réponse qui est similaire, qui est on prend le temps d'écouter, puis mais là, dans votre cas, vous n'avez pas eu le temps. Fait qu'on va écarter cette réponse-là, puis regarder plus vers quoi se concentrer dans le cadre de ce que vous avez vécu personnellement. Je commencerai avec toi, Stéphane. Je te vois sourire. Fait que... Non, mais écoute, j'aime ton point, Steph. Mais moi, c'est drôle, j'avais jamais fait de relation gouvernementale de ma vie. J'avais jamais fait de relation avec les médias de ma vie. Je suis rentré sur le spot. Il faut préciser, Stéphane, que tu es un entrepreneur de base. Puis là, tu t'es ramassé comme DG. Donc, oui, effectivement. Puis moi, j'ai juste... Puis le plus beau conseil, en tout cas que moi, par rapport à mon expérience personnelle, c'est juste d'être vous-même. Soyez le meilleur de ce que vous êtes. Moi, quand j'arrivais à la relation gouvernementale, je ne jouais pas de game. J'essayais juste d'être le gars qui aime jaser puis qui aime travailler en équipe, puis tout ça. Puis ça m'a donné beaucoup parce que je me suis même fait dire par certaines personnes des cabinets du gouvernement « Hey, ça fait du bien de jaser, tu n'es pas toujours en train de faire de la revendication. » Les médias me disaient la même chose, tu n'es pas toujours en train d'essayer de passer des messages. Ben non, vous m'appelez, on va jaser de la situation. Soyez juste le meilleur de ce que vous êtes, puis ayez l'humilité d'être ça, puis ayez l'ouverture de l'être aussi face aux autres, puis soyez ouverts. Je pense que c'est une question d'ouverture. Prenez ce qui passe. Moi, ça a été une expérience extraordinaire. J'ai appris. C'est un fast track, une gestion de crise. Hein? Fait que j'ai appris énormément rapidement. J'ai bâti du réseau. Fait que accueillez ce qui est là. Puis il y a quelque chose aussi qu'il faut faire attention. Moi, j'ai un gars que j'ai rencontré qui a traversé le Canada à la course à pied pour le diabète. Et Sébastien Sasseville, une personne extraordinaire, mais qui m'a appris une grande leçon de la vie. La destination n'est jamais importante. C'est le parcours qui est important. Fait qu'à tous les jours, il faut se lever, il faut avoir du fun. Puis le lendemain, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est pas grave, on s'en relèvera, puis on aura une belle journée, puis on aura du fun. Puis qu'à chaque jour, il faut recommencer. Si on se met à s'énerver avec tout ce qui s'en vient, puis les montagnes qu'on a de choses à faire, prenez ça une chose à la fois, puis ça va bien aller. Je pense que c'est la seule chose que je pense que je peux vous donner. C'est qui disait on surestime ce qu'on peut faire dans 10 ans, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 1 an. Là, aussi, je pense là, ça aussi, c'est important. Annie, toi, ton plus grand conseil? Bien, moi, je dirais une nouvelle DG, nouvelle force, nouvelle faiblesse. Donc, dans une petite équipe, de revoir les descriptions de tâches et les mandats de chacun pour s'assurer que maintenant, avec les nouvelles forces, nouvelles faiblesses, on puisse vraiment s'arranger tout le monde ensemble. Aussi, de donner davantage de responsabilités aux seniors pour pouvoir plus encadrer les juniors dans ce contexte de pandémie-là. Puis je dirais aussi de ne pas avoir peur, comme j'ai répété à plusieurs reprises, d'aller chercher de l'aide et les ressources, surtout même votre CA souvent, qui peut vous aider dans différentes sphères. Merci, Annie. François, je finis avec toi, puis je ne peux pas mettre de côté le fait que la majorité de tes membres sont des OBNL aussi. Fait que je pense que c'est d'autant plus véridique que ton conseil, on va t'écouter avec grande attention. Oui, bien, en fait, moi, c'est ma philosophie à moi en disant la direction générale, ce n'est pas le directeur général, c'est le comité de direction. Puis un des éléments qui fait que tu es capable de piloter une organisation, c'est cette unité-là. Donc, vous êtes un nouveau DG, vous entrez en poste. Mettez le temps d'aller chercher cette cohésion-là, aller chercher une orientation de valeur puis une adhésion pour que le message soit cohérent dans toute l'organisation puis que ce soit vraiment un centre nerveux de décision. Moi, je dis à mon comité de direction, en bout de ligne, là, vous êtes chanceux, la personne imputable, ça va toujours être moi. Mais la décision, on va la prendre ensemble. J'ai le privilège du veto, mais il faut qu'on réussisse à le faire ensemble. Fait que mettez beaucoup d'énergie à aller chercher cette dynamique-là. Et moi, en terminant, parce qu'à travers cette crise-là, on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais il y a eu des moments de fatigue, il y a eu des moments ça a été exigeant, il y a eu des moments où moi, je me suis tourné à mon exécutif en disant, là, ça se peut, je frappe le mur, je sens des symptômes que je n'aime pas. Et on s'est resserré, j'ai fait la couverture, fait que j'accueille ce que Stéphane disait, ouverture. Mais moi, j'ai pris en note une des phrases que tu as dit en ouvrant, Stéphane, pour être bon, il faut être bien. Je trouve que ça dit tout. Fait que c'est un conseil au DG, de dire, soyez attentif à ces signaux qui fait que tu es bien. Être bien, c'est être aligné sur des valeurs qui résonnent en toi pour vrai. Être bien, c'est d'être avec une équipe de direction en dessous et de CA en haut, où il y a cet alignement puis il y a ce diapason-là. C'est de faire les choses à sa façon. Stéphane, tu disais, moi aussi, je fais relation gouvernementale, mais j'ai le même profil que toi, un peu en collaborateur, amical, gagnant-gagnant.
Puis il y a d'autres façons de faire, mais restez fidèle à votre façon de faire. Vous allez être plus efficace. Donc, tu sais, pour être bon, il faut être bien. Moi, je la retiens, celle-là. Et tu disais, François, être bien aussi physiquement et mentalement. Ça aussi, c'est important. Comme tu dis, quand on voit des bouts de toffe, il ne faut pas hésiter à mettre... Marc Dutil de Canam disait, quand il y a du brouillard, on lève le pied et on met le pied sur le frein un petit peu. Là. Fait que dans le brouillard, mettez le pied sur le break un peu, on ralentit. Oui, puis ça reste que toujours des enjeux. On a parlé de santé mentale dans un autre des rendez-vous il y a de ça quelques mois. Je pense que personne n'est à l'abri. Le niveau de stress, puis il y a une dernière question qui est rentrée un petit peu là-dessus, sur le niveau de stress, sur la pression, puis comment... Vous avez parlé d'informel beaucoup, puis je pense que vous l'avez déjà un peu couvert. Là. Je pense que cet informel-là est important pour être capable de se soucier des gens, mais au moins avoir les signaux qu'il se passe des choses, à la fois pour nous, puis à la fois que les CA se fassent la même chose envers vous aussi. Là. Puis sur cette pression-là, moi, Stéphane, ce que je m'étais dit dès le départ de la crise, j'ai serré ma cape de super-héros dans le garde-robe. Moi, je me suis vraiment littéralement dit ça. Si j'essaie de jouer au héros, je vais frapper le mur. Puis c'est ce qui faisait que je dormais bien, c'est ce qui faisait que j'étais calme malgré tout. C'est parce que je n'essayais pas de sauver le monde, j'essayais juste de faire le mieux que je pouvais faire à tous les jours, avec les gens que j'avais, extraordinaires, puis avec le secteur. Mais la cape de super-héros, il faut la mettre dans le garde-robe parce que sinon, on va se planter. T'sais. Je ne peux pas demander plus belle citation pour finir notre activité d'aujourd'hui. Merci Stéphane, merci François. Merci Annie. Je vous remercie de votre temps ce matin. J'espère que vous avez tous apprécié. On a eu une 50aine de personnes qui nous ont suivis toute l'heure. Je trouve ça vraiment le fun. Malheureusement, on a eu des problèmes de Facebook, donc ça va être en rediffusion. On n'a pas pu diffuser live. Ça fait partie aussi des réalités. Il faut vivre avec la technologie, ce qu'elle nous permet, puis des fois, comment un peu capricieuse. On va être meilleur en reprise. Effectivement. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Encore merci de votre contribution à tous. Puis j'ai bien hâte de vous revoir dans une autre de nos activités. Merci Stéphane, merci François et Annie, c'était le fun. Merci, bye-bye. Merci à tous les participants. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.